Il a braqué son arme sur la mauvaise personne. Saint-Bérôle, un samedi soir étouffant. Le ciel est bas, lourd. L'air sent la pluie et la vieille colère. Dans sa voiture de patrouille, Lucas Brenner laisse fondre une cigarette sur le bord de la vitre. Le silence de la nuit est cassé par une voix métallique dans la radio. Unité 432, intervention urgente, secteur résidentiel sud, maison Lawrence. Intrusion signalée. Fille de l'officière supérieure possiblement en danger. Lucas relève lentement les yeux. Ce nom, Lawrence. Il connaît cette famille. Trop bien, trop haut, trop puissant. Il tape sur le volant comme pour expulser un souvenir. 432 reçus. Je suis en route. Il sait que ce genre d'appel peut être du vent, une alarme déclenchée par un chat ou un robot aspirateur. Mais là, quelque chose l'inquiète sans qu'il sache quoi. Quelques minutes plus tard, il arrive dans la résidence de Standing, grille automatique entr'ouverte, caméra de surveillance désactivée. Inhabituel. Il descend lentement, main sur la crosse. La rue est déserte, mais l'air vibre de tension. Son pas résonne sur l'allée en pierre. Une lumière clignote depuis le fond du jardin. Une des lampes de sécurité est brisée, suspendue à un fil. Il s'approche, il y a des traces dans la terre, un mouvement furtif derrière un buisson. Police, montrez-vous les mains en l'air. Rien. Lucas fait un pas de plus, cœur battant, doigt prêt. Un bruit sourd, puis une silhouette jaillit. Il vise. Instinct, pur et froid. Stop. Police, je tire. Mais une voix le désarme. Non, non, je suis Maya, la fille de la commandante. Arrête. Son doigt stoppe sa course sur la gâchette. Trop tard pour tirer, mais trop tard aussi pour revenir en arrière. Il a pointé, violemment, à bout portant, sur une adolescente désarmée. Maya recule, les bras levés, les yeux grands ouverts en état de choc. Et soudain, un portail claque. Des pneus crissent. Une voiture noire surgit. Porte qui claque. La commandante Ariane Lawrence surgit, téléphone encore à la main, escortée de 2 agents. Elle voit sa fille. Voit Lucas. Voit l'arme encore levée. Tu as braqué ton arme sur ma fille. Elle n'attend pas sa réponse. Elle le désarme d'un geste autoritaire. Mettez-la à pied, immédiatement. Lucas n'a pas le temps d'expliquer, ni pourquoi il a réagi si vite, ni pourquoi la sécurité était désactivée, ni pourquoi Maya était dehors au lieu d'être dans sa chambre. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai suivi le protocole. Vous avez franchi une ligne que plus rien ne pourra effacer. Le dossier est lancé, suspendu sans salaire, interrogé sans avocat, jeté du système comme une erreur. Il passe d'un flic respecté à un symbole de la honte en moins de 5 minutes. Mais dans son cœur, un doute ronge plus fort que la honte. Pourquoi Maya était-elle là cette nuit? Qui a déclenché cet appel? Et qui voulait que je sois celui qui arrive sur place? Le lundi matin, la ville reprend son rythme. Les bus scolaires roulent, les gens font la queue à la boulangerie. Mais Lucas Brenner, lui, ne bouge plus. Dans son petit appartement mal rangé, il fixe le plafond. 3 jours plus tôt, il portait encore un badge. Aujourd'hui, il est le flic qui a pointé une arme sur la fille de sa supérieure. Et tout le monde le sait. Son téléphone vibre. Encore. Il ne décroche pas. Il lit les messages sans les ouvrir. Un de son ex-partenaire, Damien. Je peux pas te parler, mec, j'ai une famille. Un autre de son avocat, suspension confirmée. Aucune procédure d'appel. Recommandation, silence. Et enfin, un message inconnu, simplement, pourquoi t'étais vraiment là? Lucas se lève, se regarde dans le miroir, yeux cernés, barbe naissante. Il ne voit plus un policier. Il voit un homme abattu, usé, mais avec cette étincelle encore vivante dans le regard. Celle d'un type qui sent qu'on lui a tendu un piège. Il retourne dans sa voiture. Elle n'a plus le droit de patrouiller, mais elle roule toujours. Il s'arrête près du café des officiers, son ancien territoire. 2 jeunes collègues sont là. Il s'assoit à une table voisine. Il le voit, chuchote. L'un dit, sans même baisser la voix. Il a pété un câble. Il croyait être un cow-boy. Lucas serre les dents. Il veut se lever, hurler, expliquer. Mais il ne dit rien. T'as craqué, Brenner. Même un bleu ne fait pas ça. Ce soir-là, il tente un truc. Il se connecte au serveur interne de la police. Ancien accès désactivé. Mais un vieux contact lui permet un pass rapide. Il cherche la vidéo de sa bodycam, celle qui aurait pu le sauver. Fichier introuvable, supprimé, par un administrateur avec un badge supérieur au sien. Effacé. Il reste figé devant l'écran, bouche entr'ouverte.
pas supprimé par accident, effacé volontairement. Il replonge dans la scène. Maya, le jardin, la caméra brisée, l'appel anonyme. Il rouvre le rapport d'intervention. L'appel venait d'un téléphone prépayé. Aucune trace dans les registres, aucun signalement visuel enregistré par les caméras extérieures. Maison sous alarme, mais celle-ci désactivée manuellement. Quelqu'un voulait qu'il vienne, que ce soit lui à ce moment-là. Dans le silence de sa voiture, Lucas murmure. Ils m'ont utilisé. C'est pas une erreur. C'est une mise en scène. Il fixe le commissariat à travers le pare-brise. Son cœur bat plus vite. Il pense à partir, loin, oublier, se reconstruire ailleurs, mais quelque chose l'en empêche. Si je pars, ils auront gagné. Et Maya, elle est peut-être toujours en danger. Il remet son blouson. Pas d'uniforme, pas d'armes, juste un carnet, un dictaphone et son instinct. Lucas Brenner est de retour, pas en tant que flic, en tant qu'homme qui veut la vérité. La pluie est tombée toute la nuit. Lucas ne dort plus. Son carnet est griffonné de noms, d'horaires, d'observations. Il se rend chez un ancien collègue, un agent informatique discret, efficace, mais souvent mis de côté. « Samy, t'as encore accès au serveur interne? J'ai besoin de revoir les logs. » Samy hésite, regarde autour de lui. « Tu joues avec le feu, Lucas. Tu devrais lâcher l'affaire. T'as déjà tout perdu. » Lucas pose les yeux sur lui, fatigué mais déterminé. « Alors, j'ai plus rien à craindre. » Samy accepte. En cachette, il farfouille, remonte les accès. Voilà, le fichier vidéo de ta bodycam supprimé depuis un poste administratif. Accès grade 7, ça veut dire un commandant minimum. Lucas serre les poings. Il n'y a qu'un grade 7 qui aurait intérêt à m'éteindre. Le capitaine Messier. Ce nom, il le connaît bien. Capitaine Gérald Messier. Costume toujours impeccable. Discours toujours lisse. Le genre à sourire devant les caméras et planter un couteau dans ton dos le soir même. Lucas commence à observer. Il suit discrètement les déplacements de Messier, grâce à une vieille radio encore branchée sur les ondes internes. Une nuit, il le voit. Messier, dans une voiture banalisée, gare son véhicule derrière un bâtiment abandonné aux abords de la zone industrielle. Lucas s'approche, planqué derrière un mur. Et là, il la voit. Maya. Elle descend d'une autre voiture, petite capuche sur la tête. Elle ne a l'air ni apeurée, ni complice. Juste perdue, méfiante, déterminée. Lucas la suit discrètement à pied. Elle entre dans un ancien entrepôt tagué, vide aux premiers abords, mais pas tant que ça. Il grimpe discrètement sur une plateforme métallique au-dessus. Il sort un petit enregistreur audio. Et ce qu'il entend le pétrifie. Ah, on va la garder sous contrôle. Elle a vu des trucs qu'elle n'aurait pas dû. Elle dit un mot de plus. On relance le script Brenner. Le gars est déjà cramé. C'est la voix de Messier, claire, froidement cynique. Lucas recule, bouche entr'ouverte. Il comprend tout. Maya a vu quelque chose. Messier l'a gardé sous surveillance. Et lui, Lucas, a été l'outil pour créer une diversion. En sortant, il croise presque Maya. Elle ne le voit pas. Mais lui, il la regarde longuement. Une enfant prise dans un jeu de requin. Et lui, sacrifié comme pion. Dans son appartement, Lucas connecte l'enregistreur à son ordi. Il écoute encore et encore la voix de Messier. Il commence à écrire un dossier. Il documente tout. Il va faire tomber cet homme, mais il sait qu'il devra d'abord convaincre Maya de témoigner. Saint-Bérôle, mercredi soir. Lucas roule sous la pluie, les essuie-glaces grincent comme une vieille plainte. Sur le siège passager, une clé USB noire. Petite, discrète, légère. Mais elle pèse une tonne. Elle contient la voix de Messier, celle qui pourrait faire tomber tout un système, et peut-être rendre à Lucas sa dignité. Il sait qu'il ne peut pas l'envoyer à n'importe qui. Il trace une liste, un journaliste d'investigation qu'il connaît, Camille Dussert, un substitut du procureur, rigide mais incorruptible, et enfin, un exemplaire pour la commandante Ariane Lawrence. Il hésite à la mettre dans l'envoi. Elle a voulu me briser, mais c'est sa fille qu'ils ont utilisée. Elle mérite de savoir. Lucas dépose les clés USB dans 3 enveloppes scellées, placées à des endroits différents. Il garde une copie cachée sur un cloud sécurisé. On ne les reprendra pas 2 fois. Plus tard dans la nuit, un message tombe sur son ancien téléphone de service qu'il n'a jamais désactivé. Expéditeur inconnu. Commandante Lawrence vous convoque, seul, maison familiale, 22 heures. Il hésite, il sent le piège.
Mais il y va. La maison Lawrence, la même, portail noir, allée en pierre. Mais cette fois, il entre sans arme. Il frappe. La porte s'ouvre, c'est Maya qui lui ouvre. Elle a changé, fini la capuche, elle le regarde dans les yeux. Pas de peur, juste une sorte de défi silencieux. Elle est dans le salon, elle t'attend. Lucas entre. Le salon est baigné d'une lumière blanche. Sur la table basse, les 3 copies USB. La commandante est là, debout, dure. Elle ne l'invite pas à s'asseoir. Je les ai regardées, toutes, 2 fois. Un silence tombe comme un rideau. Ma fille. Mon nom, ma carrière. Vous étiez l'arme, mais pas le tireur. Lucas reste droit. J'étais le bouc émissaire, rien d'autre. Ariane soupire. Elle a l'air humaine pour la première fois. Et elle, dit-elle en montrant Maya, restée en retrait. C'est elle qu'il voulait contrôler. Moi, je n'étais qu'un outil. Maya s'avance enfin. J'ai tout vu, maman. Des échanges, des rendez-vous, des menaces. Messier voulait me faire taire. Et t'as préféré croire en ton uniforme plutôt qu'en ta fille. Un silence lourd. Ariane ne répond pas. Ne s'excuse pas. Mais elle vacille. Le lendemain matin, le scandale éclate. Un article en une. Réseau de corruption couvert par un haut responsable de la police judiciaire, une adolescente au cœur du système. Messier est arrêté. Et d'autres noms tombent. L'enquête interne est lancée. Des têtes commencent à rouler. Mais Lucas, lui, ne célèbre rien. Il sait que dans ce genre de guerre, la vérité ne fait que déranger. Il reçoit un appel. Le ministère veut lui proposer sa réintégration. Il raccroche avant la fin de la phrase. Dans le silence de son salon, Lucas regarde les rues de Saint-Béraul. Il n'est plus flic. Mais pour la première fois depuis des années, il respire. 2 mois ont passé. Saint-Béraul a changé. En surface, la presse a parlé. Les têtes sont tombées. Messier est en détention préventive en attente de procès. Mais le système, lui, respire encore. Blessé, oui, mais pas mort. Lucas, lui, n'a pas remis les pieds au commissariat. Il a refusé la réintégration. Je ne veux pas d'un poste, je veux un combat. Il a été contacté par une ONG indépendante. Vérité et Voix. Un groupe qui aide les victimes d'injustice policière, les lanceurs d'alerte, les flics piégés par le système. Il accepte, pas pour faire la guerre à la police, mais pour offrir une voix différente. Un regard de l'intérieur, au service des opprimés. Chaque jour, il reçoit des témoignages, des lettres, des photos, des appels de flics isolés, des adolescents détruits par une erreur, des familles oubliées. Et il répond à chacun. Pas avec des armes, avec des mots, des dossiers, des preuves. Un jour, il croise Maya devant une fac. Elle est différente, moins dure, moins perdue. Elle lui dit simplement « J'ai monté un projet, une plateforme où les jeunes peuvent raconter ce qu'ils vivent, en toute sécurité. Je l'ai appelée « La voix de personne », parce que c'est comme ça que je me sentais avant. » Lucas sourit. Pour la première fois, un vrai sourire. C'est comme ça qu'on gagne, Maya. Pas en gueulant, en parlant juste, fort et vrai. Un matin d'hiver, dans un quartier populaire de Saint-Béraul, un vieux monsieur s'assoit à côté de lui sur un banc. Il le fixe longuement. « Vous étiez policier, non? Celui de l'affaire Lawrence. » Lucas répond sans hésiter, en regardant devant lui. « J'étais. Je le suis plus. » L'homme hoche la tête. « Pourtant, ce que vous faites maintenant, c'est plus utile que 10 policiers armés. Vous protégez les gens, non? » Lucas baisse les yeux, sourit doucement. « Alors, peut-être que je le suis encore, mais autrement. » Et dans ce silence, Lucas comprend enfin. Il n'avait pas été détruit par l'injustice. Il avait été reconstruit par la vérité. Il y a ceux qui portent un uniforme et ceux qui portent une conscience. Ce ne sont pas toujours les mêmes. La vraie justice ne se crie pas toujours dans les tribunaux. Parfois, elle commence dans un cœur qui refuse de trahir ce qu'il est.